Alors, bonjour et bienvenue. Alors, je m'appelle Anne Pelletier, je suis conseillère en consultation publique. Alors, on va laisser quelques secondes pour que les gens puissent se connecter. Alors, on a ouvert la séance à midi, mais des fois, on se présente à midi juste, alors juste le temps que les gens terminent leur tranchement pour qu'on puisse commencer ensemble. Alors, les chiffres continuent de monter, on est en mode webinaire. Nous, on ne vous voit pas, mais vous nous voyez. Alors là, je vois que les inscriptions continuent de monter. On est déjà rendu à 25 personnes. Alors, ça commence à se stabiliser. Alors, on va commencer. Alors, bonjour, bienvenue, ça me fait plaisir de vous accueillir. Alors, mon rôle est d'être l'animatrice de la rencontre et de maître de la gestion du temps. Pour la plupart d'entre vous, c'est sur l'heure du dîner, alors on apprécie le temps que vous prenez pour assister à cette séance d'information destinée aux propriétaires pour les propriétés à valeur présumée, désormais sous la juridiction de la commission d'urbanisme. On reviendra un peu plus tard sur son rôle et sa définition. Mais avant, j'aimerais vous parler des personnes qui m'accompagnent. Alors, dans les personnes de représentants de la ville, on a Mme Valérie Drolet, qui est directrice de la division du service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Elle est accompagnée par Mme Josée Vaillancourt, qui est chef d'équipe architecte à la CUCQ. Nous avons aussi d'autres personnes ressources qui nous accompagnent pour répondre aux questions, à vos questions. Alors, on a Mme Caroline Hood, qui est directrice de la division du patrimoine, culture et patrimoine. Bonjour. Monsieur Éric Tremblay, premier technicien au bâtiment de la CUCQ également. Bonjour. Et aussi d'autres personnes que vous ne voyez pas pour le moment, mais si on a besoin de les interpeller pour des questions plus pointues, des informations supplémentaires, je pourrais vous les présenter à ce moment-là. Alors, sans plus tarder, je laisse le mot de bienvenue à Mme Drolette avant de vous parler du déroulement de la séance. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci de prendre le temps là, de partager votre dîner avec nous. Alors, la Ville, tout récemment, a posé plusieurs actions afin de mieux protéger, de mieux encadrer le patrimoine bâti. Et puis, on comprend que certaines de ces modifications réglementaires-là sont soit difficiles à comprendre, difficiles à voir c'est quoi l'impact dans ma vie de tous les jours, l'impact pour ma propriété, celle dont je m'occupe et puis pour lesquelles j'ai peut-être des projets là, pour les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Alors, des questions, des préoccupations auxquelles on souhaite répondre ce midi. C'est un début d'un dialogue qu'on place avec vous et puis on a d'autres moyens d'entrer en contact avec vous, de pouvoir répondre à vos questions par la suite. Donc, tout au long de cette séance d'information, on fera mention de différents outils d'information de la Ville, que ce soit l'assistant permis, des pages sur le site Internet, des numéros de téléphone qui sont vraiment dédiés pour un soutien du côté soit des programmes de subvention ou encore de la commission d'urbanisme. Ensuite, des pages, des programmes. Donc, tous ces outils-là, eh bien, si vous les prenez en note, pas de souci, là, on vous donnera les adresses soit dans le fil de discussion ou encore dans la présentation, la page de la commission d'urbanisme qui reste toujours disponible. Donc, on les multipliera à plusieurs reprises. Donc, comme je vous le disais, c'est aujourd'hui la séance d'information, c'est un moyen parmi plusieurs que l'on met en place pour mieux vous informer, pour mieux répondre à vos questions. Et puis, on espère que ça répondra à votre besoin. Alors, sans plus tarder, là, je laisse Anne poursuivre avec la suite, puis je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Drolette. Alors, concernant le mode webinaire, c'est un mode de fonctionnement sur Zoom qu'on a choisi. On avait plus de 800 lettres
qu'on a envoyé aux citoyens. Alors, on voulait avoir le meilleur outil là, pour accueillir ce nombre de personnes. Alors, vous nous voyez, mais on ne vous voit pas. Mais vous pouvez quand même, après la présentation là, de Mme Vaillancourt, il y aura une période de questions et vous pourrez les poser à l'aide de l'outil questions et réponses. C'est l'outil principal là, pour poser une question. Alors, il se trouve, c'est le Q et R qu'on retrouve en bas habituellement de votre écran. Il y a aussi la fonction pour ceux qui ne peuvent pas utiliser, ils n'ont pas la capacité d'écrire leurs questions ou ils ont plus de difficultés avec, si vous êtes sur un cellulaire, par exemple, vous préférez utiliser l'outil lever la main. Alors, c'est possible. Alors, encore une fois, en bas de votre écran, là, il est possible de lever la main. On vous donnera la parole à ce moment-là et vous pourrez poser votre question à nos professionnels. Il n'y a personne pour le moment qui est par téléphone. Alors, si jamais j'avais des personnes qui vont se joindre à nous par téléphone, là, je leur donnerai les indications là, pour pouvoir s'exprimer. Ensuite, je vous informe que la session présente est enregistrée. Alors, elle sera disponible demain ou même aujourd'hui sur le site web de la Ville. Là. On va vous mettre le lien dans l'outil discussion. Alors, pour révisionner une autre fois la séance d'information ou pour les autres personnes qui n'auraient pas pu se joindre à nous ce midi, alors elles pourront à ce moment-là l'écouter autant de fois qu'elles le désirent là, grâce à la magie d'Internet. Ce sera un lien Zoom qu'on va déposer sous peu. Alors, c'est pour ça aussi qu'on enregistre. Alors, lorsque vous levez la main, que vous vous exprimez, juste pensez que vous êtes enregistré et que ça sera déposé sur le site web. Alors, sans plus tarder, alors 2 parties pour la séance d'information très facile, présentation et période de questions. Alors, je vais laisser ma collègue, Mme Josée Vaillancourt, faire sa présentation. Merci. Yann. Bonjour tout le monde, Madame, Messieurs. Merci d'être présents aujourd'hui. J'espère que cette présentation pourra répondre à plusieurs de vos questions. Et s'il en reste par la suite, ça nous fera plaisir de vous répondre. Je vais commencer en partageant mon écran et je m'excuse tout de suite parce que je ne suis pas très habituée avec Zoom, mais je pense que ça fonctionne. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me confirmer que ça fonctionne? Oui, tout va bien. Tout va bien. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la modification réglementaire qui est expliquée rapidement dans la lettre que vous avez reçue. Pour y arriver, avant de tomber dans le vif du sujet de la modification en soi, je vais prendre le temps là, de vous expliquer un peu qu'est-ce que la commission, quelles sont les orientations de la Ville. Donc, si on y va avec les objectifs de la rencontre d'aujourd'hui, je vais vous informer sur les orientations, les outils de la Ville là, en matière de patrimoine ou de contrôle sur le milieu bâti. Il y a plusieurs outils qui sont disponibles et d'autres qui s'en viennent. Également, je vais vous informer là, l'objet de la demande, de la lettre que vous avez reçue. Je vais faire le tour là, pour les valeurs présumées, puisqu'il y a 800 propriétés, plus de 800 propriétés touchées. Et par la suite, là, je vais enchaîner tout de suite avec les valeurs patrimoniales supérieures exceptionnelles qui touchent une quarantaine de bâtiments là, dans ce cas-ci de la présente modification réglementaire. Et je vais vous fournir là, quelques informations utiles là, pour si jamais vous avez à faire une demande de permis. Je vais commencer avec la vision du patrimoine. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. La Ville de Québec s'est dotée là, d'un document, d'une vision qui expose toutes ses préoccupations, ses orientations qu'elle veut faire en matière de patrimoine. Cette vision-là a été créée en 2017 suite à plusieurs réflexions, discussions avec les différents intervenants du milieu patrimoniaux, les citoyens aussi. Donc, en 2017, ils ont créé la vision a été adoptée, vision 2017-2027. Donc, elle est toujours en vigueur. Plusieurs informations sont disponibles dans cette vision-là. Je vous invite à la lire pour ceux que ça intéresse. Je résumerai les principaux axes qui en ressortent. Il y a 8 axes
qui ont ressorti de cette vision du patrimoine-là. Dans les 8, il y en a quelques-uns là, qui touchent vraiment la modification réglementaire qui a été fait, notamment le développement des connaissances. Donc, tout ça est en lien avec les axes. Ça a mené à des modifications réglementaires, mais on a développé nos connaissances du côté de la ville sur notre milieu bâti. On préserve, par l'assujettissement à la commission, on vise la préservation des bâtiments d'intérêt, bien sûr. Et également, j'ai mis le patrimoine religieux en gras, puisque dans les modifications réglementaires, dans la présente modification réglementaire, certains bâtiments d'église étaient aussi là, embarqués dans la modification. Une autre obligation qui vient guider les actions de la Ville, en 2021, on a le dépôt du vérificateur général qui s'est attardé à la question du patrimoine. Il y avait plusieurs sujets, mais le patrimoine avait été sous la loupe du vérificateur général. Donc, dans un des chapitres, le vérificateur avait fait quelques constats. Il y en a plusieurs, mais ici, j'en ai ressorti quelques-uns, encore une fois, qui guident les actions qu'on a faites pour venir à la modification réglementaire. Donc, dans un premier temps, le vérificateur avait constaté que la connaissance des bâtiments sur tout l'ensemble du territoire était limitée. Et c'est vrai, on possède un bon inventaire patrimonial, un bon inventaire et connaissance des bâtiments sur le territoire, mais ce n'est pas complet. Donc, il faut continuer à acquérir de l'information. Il manque également de suivi auprès des propriétaires de bâtiments, des bâtiments qui peuvent être laissés à l'abandon. Souvent, on peut penser à des bâtiments patrimoniaux là, qui tombent en ruine. Et aussi d'adapter les mesures pour encadrer, de mieux les encadrer, les mesures actuelles. Les mesures soulevées à ce moment-là n'étaient peut-être pas tous adéquates. Donc, de fil en aiguille, de l'acquisition des connaissances, on y va pour améliorer nos pratiques pour la protection du patrimoine. Toujours dans le rapport du vérificateur général, quelques recommandations. Il y en a plusieurs. J'en ai sorti quelques-unes. Donc, établir une stratégie pour la priorisation des bâtiments patrimoniaux. Vous savez que la Ville de Québec couvre un grand territoire. Il y a des centaines, voire des milliers de bâtiments qui possèdent un potentiel intérêt. De faire le tour de tout ça, c'est quand même un travail colossal. C'est présentement en cours. Donc, il y a des stratégies qui ont été établies là, pour cibler en priorité certains bâtiments. C'est sûr que les plus anciens étant une priorité. Établir un meilleur partage de l'information. Parce que toute cette information-là qu'on vient acquérir, bien, il faut se la partager. Donc, le service de la culture et du patrimoine, qui est l'instigateur ou le propriétaire des données, le partage avec les différents intervenants de la Ville. Donc, à ce moment-là, on a retisser nos liens de partage ou faciliter le partage de l'information. De même que pour les citoyens, c'est possible de consulter des fiches patrimoniales sur le répertoire du patrimoine bâti de la Ville de Québec. J'ai l'adresse un peu plus loin. Donc, pour les propriétés qui ont fait l'étude, l'objet d'une étude, c'est possible de consulter l'historique et le descriptif là, patrimonial sur le bâtiment en question. Et même, quand vous êtes chanceux, il y a des photos anciennes qui sont disponibles sur le répertoire. Également, c'est de poursuivre la promotion de la vision du patrimoine là, dans laquelle on avait fixé les orientations. Mettre en place des mesures de protection supplémentaires ou bonifier celles qui sont déjà en place. Donc, c'est ce qui fait l'objet de la demande de modification réglementaire, c'est qu'on est venu modifier et resserrer là, pour les mesures de protection des bâtiments qui pourraient s'avérer d'intérêt. Et bon, dans un
dans la suite de tout ça, c'est de permettre d'évaluer l'impact d'un bâtiment à construire sur le milieu. Donc, si on parle de démolition, souvent on parle de reconstruction. Donc, on va donner des pouvoirs à la commission pour évaluer la reconstruction pour ne pas dénaturer le milieu. Autre obligation qui s'en vient et sur laquelle les équipes travaillent très fort, suite à le dépôt du vérificateur général du côté Québec, gouvernement du Québec, certaines recommandations avaient été faites aussi pour mieux protéger le patrimoine. Tout ça en a découlé là, dans la loi 69, ce qui amène à toutes les villes à se doter d'un inventaire de tous les bâtiments anciens. Je le résume, mais on pourrait aller plus dans le détail, là. Également, la ville doit se doter d'une réglementation et d'un comité en matière de démolition et d'autres actions là, qui sont en cours de réalisation, l'actualisation du règlement sur l'entretien des bâtiments et autres dispositions pour se conformer à la loi sur le patrimoine culturel. Donc, ça place les obligations. Maintenant, comment faire respecter le patrimoine, comment surveiller, accompagner tout ça? Il y a certains outils qui existent à la Ville de Québec et dans plusieurs municipalités. On peut inscrire des normes architecturales, bien que minimes, dans un règlement de zonage ou dans un règlement d'urbanisme. Si je pense à des matériaux prohibés ou des exigences de matériaux, pourcentage de maçonnerie de briques dans une grille, on entend déjà ça, là, un bâtiment doit avoir un tel pourcentage. Donc, c'est quand même un outil qui existe, utilisé sur le territoire de la Ville de Québec, mais pas dans les lieux patrimoniaux. Également, il y a le plan d'implantation et d'intégration architecturale, les PIA. Je vous dirais que les PIA, il y en a plusieurs sur le territoire de la ville. Ça vise des bâtiments à construire, des bâtiments existants. Donc, je ne suis pas une spécialiste des PIA, mais c'est un outil de contrôle pour certaines composantes, pour des constructions ou des rénovations sur un bâtiment. Lui que je connais le plus, c'est bien la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, qui est un outil unique au Québec, là, que je vais vous parler un petit peu plus dans quelques diapos. C'est un outil qui permet de contrôler l'architecture et c'est quand même un outil impressionnant. Maintenant, à venir, il y aura le comité contrôlant la démolition, mais non un comité de démolition, mais qui va traiter les demandes de démolition. Ce comité-là, ainsi que le règlement, sera à venir en 2023. Maintenant, pour la commission d'urbanisme, elle existe depuis 1928. Elle a été créée par le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. À l'époque, on avait les nouvelles technologies de construction qui se développaient pour construire en hauteur. Donc, la Ville de Québec, on parle de l'ancienne ville, là, plus dans les quartiers anciens, bien, on venait démolir des bâtiments anciens pour construire en hauteur. Donc, pour accompagner tout ce changement, bien, le gouvernement avait créé la commission. La commission, comme je vous disais, elle est unique au Québec. La commission, elle est décisionnelle. Donc, quand un dossier passe par les mains de la commission, elle doit, pour que le permis puisse s'émettre, la commission doit avoir un oui. Elle n'est pas consultative, mais bien décisionnelle. La commission, elle est composée de 2 élus. Madame Coulombe-Leduc, là, qui est la présidente de la commission, elle est élue responsable du patrimoine, et 7 autres membres civils nommés à travers les résidents de la ville. On pense à des architectes, des urbanistes, des gens urbains, des gens en patrimoine, en histoire. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est possible là, de connaître la composition de la commission sur le site Internet de la ville. La commission est quand même un organisme qui traite vraiment beaucoup de demandes, plus de 3000 demandes traitées par année, réparties sur des séances hebdomadaires à presque tous les semaines. On peut parler de 48 à 50 séances toutes les semaines. Et évidemment, toute cette information-là sur les territoires et la composition de la commission, ben, c'est disponible sur le site Internet. Un portrait général.
Vous êtes assujettis maintenant à la commission d'urbanisme. Vous n'êtes pas les seuls assujettis à la commission d'urbanisme. La commission d'urbanisme a compétence sur près de 20 000 bâtiments sur tout le territoire de la ville de Québec, ce qui représente 13 % des bâtiments. C'est sûr que la commission n'a pas les mêmes objectifs et critères dans chacun des secteurs. On comprendra bien que dans un site patrimonial, un secteur patrimonial, on n'aura pas les mêmes préoccupations, les mêmes enjeux que dans un secteur de développement, si on pense à Le Bourgneuf ou au Plateau-Centre de Sainte-Foy ou à un écoquartier, où on veut une densification ou une innovation en architecture. Donc, la commission, elle est appelée à se prononcer sur plusieurs types de projets et dans plusieurs contextes. Maintenant, les modifications réglementaires là, qui vous touchent, vous avez peut-être vu l'annonce récente le 20 juin là, par Mme Coulombe-Leduc qui annonçait des actions en patrimoine. La modification au règlement de la commission en était une, entre autres, là, une action en patrimoine. Si on y va pour les actions en patrimoine qui sont en cours, en continu, l'inventaire des bâtiments. Comme je vous disais tout à l'heure, nous avons des milliers de bâtiments à documenter. Donc, la mise à jour des inventaires se fait en continu depuis et va devoir vraiment aboutir à quelque chose dans quelques années, d'où l'obligation là, fixée par la loi 69. Également, la commission, on est venu modifier le règlement de la commission. C'est quelque chose qui se fait annuellement, des fois 2 à 3 fois par année, pour ajouter des territoires ou des adresses, mais des fois, c'est pour retirer des territoires et des adresses qui sont à la lumière pleinement construits, sous contrôle, ou encore pour lesquels on va prendre un nouvel outil de contrôle pour accompagner les projets. Puis à venir, une autre action qui est à venir, c'est une modification au règlement sur l'entretien des bâtiments et la création du comité de démolition. Maintenant, vous êtes dans la salle virtuelle, probablement plusieurs à avoir reçu la valeur des bâtiments, une lettre avec les bâtiments à valeur patrimoniale présumée. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais tenter de vous rassurer. Valeur patrimoniale présumée, c'est une valeur non établie. C'est un bâtiment qui pourrait être, qui est intéressant à la première vue, qui a une date de construction ancienne, mais pour lequel on doit se repencher, fouiller un peu plus pour en connaître. Donc, c'est une valeur non établie. Ça viendra au fil des inventaires qui seront faits par la ville. De la présente modification touchait plus de 800 propriétaires. C'est venu joindre les 1000 quelques. Maintenant, nous avons environ 2000 bâtiments de valeur présumée. Je vous dirais, ils sont éparpillés sur tout le territoire de la ville de Québec. Ça ne comprend pas les bâtiments qui pourraient avoir une valeur présumée, mettons, dans Saint-Roch, qui n'ont pas eu d'études. Ça n'est pas dans un secteur, mais c'est vraiment des bâtiments ponctuels saupoudrés sur tout le territoire. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est inclus dans une liste qui est disponible de consulter. Là, c'est divisé par arrondissement. C'est comme ça que c'est possible de savoir quel bâtiment, mais également, c'est disponible sur la carte interactive que vous avez accès, là, le public, pour savoir si le bâtiment est couvert en faisant des recherches. Maintenant, sur quoi la commission a compétence sur ce secteur, dans ces secteurs-là précis, des bâtiments à valeur présumée? Pour vous, qu'est-ce que ça change? Alors, la commission va avoir une compétence, va devoir se prononcer sur la démolition totale ou partielle d'un de ces bâtiments-là. Elle va devoir également se prononcer sur les travaux de réutilisation du sol. Si la démolition est acceptée, la commission va devoir se prononcer sur le projet à venir, ou encore dans le cas d'une démolition partielle, elle devra se prononcer sur les travaux de rénovation, d'agrandissement, d'exhaussement qui s'ensuivent. Le tout dans le but de préserver l'architecture, la valeur du bâtiment.
Bien important, dans le cas des bâtiments à valeur patrimoniale présumée, la commission ne traite pas des remplacements des composantes mineures. Donc, c'est-à-dire le remplacement d'une toiture, le remplacement d'une porte, le remplacement du parement extérieur, la porte de garage. La commission n'a pas à voir ces demandes-là. Toutefois, je vous mets en garde, peut-être qu'un permis est requis, il ne viendra probablement pas à la commission, mais la meilleure réponse, vous allez l'obtenir en consultant l'assistant permis sur le site de la Ville de Québec pour voir si les travaux que vous projetez sont soumis ou non à la commission. Qu'est-ce qui change également? C'est que avant l'application de ce règlement-là, vous pouviez enregistrer une demande de permis qui était seulement étudiée par la gestion du territoire. Actuellement, avec les nouvelles dispositions réglementaires, le délai augmente. Ce délai-là permet d'ajouter 45 jours. C'est pour permettre à la commission de l'étudier, mais aussi de permettre d'actualiser la fiche patrimoniale. On parlait tantôt d'une fiche patrimoniale à valeur une maison, un bâtiment à valeur présumée, donc non établi. Donc, le délai supplémentaire permet à nos collègues du service de la culture et du patrimoine d'actualiser, de faire les recherches pour établir la valeur patrimoniale du bâtiment. Donc, la commission, elle travaille aussi avec des objectifs et critères. Donc, vous allez déposer une demande et le compteur va partir, on va étudier la demande de permis et pour en arriver à une conclusion, la commission va devoir connaître si le bâtiment est de valeur faible, bonne, supérieure, exceptionnelle. Et dans les cas de bâtiments à valeur bonne et supérieure, c'est sûr que la commission va, dans un premier temps, demander la conservation du bâtiment, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, les orientations de la Ville et les recommandations qu'on a eues du rapport du vérificateur est de miser sur la protection du patrimoine. Dans le cas d'un bâtiment qui, après réévaluation, présenterait une valeur faible ou une absence de valeur, parce que finalement, on en conclut que le bâtiment a tellement été transformé qu'il n'a plus de valeur patrimoniale, la commission ne retiendra pas la démolition de ce bâtiment-là dans le règlement actuel. Toutefois, elle va voir à ce que le projet de remplacement, elle va mettre l'énergie sur le projet de remplacement pour que le projet soit de meilleure qualité et qu'il s'intègre bien dans son environnement. Pour les bâtiments qui auraient des valeurs patrimoniales bonnes, supérieures, exceptionnelles, peut-être que vous avez des inquiétudes si vous avez un bâtiment vraiment qui est en mauvais état. C'est sûr que la commission pourrait va étudier la pertinence ou de la démolition dans la mesure où on a un rapport qui précise l'état du bâtiment, qui le documente. Donc, si on venait qu'à documenter qu'un bâtiment est vraiment dans un état irrécupérable ou dans un état vraiment déraisonnablement récupérable, parce qu'on peut s'entendre que tout se récupère, mais à un certain coût, mais quand ça devient déraisonnable, la commission pourrait conclure que c'est OK, on peut accepter une démolition, mais encore là, en contrepartie, on va s'assurer que le projet de réutilisation du sol est tout à fait convenable pour le milieu. Ça fait le tour pour les bâtiments à valeur patrimoniale présumée. Je suis allée assez rapidement. Si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre par la suite. Je vais passer, je ne sais pas si il y a des propriétaires de bâtiments à valeur patrimoniale supérieure ou exceptionnelle, mais je vais quand même vous parler de ces bâtiments-là qui se comptent en moins grande quantité, bien sûr. Dans ce cas-ci, on parle de bâtiments qui ont des valeurs patrimoniales confirmées. Donc, confirmées exceptionnelles, confirmées supérieures. Souvent, c'est des bâtiments qui ont fait l'objet d'un inventaire qui était de valeur présumée il y a quelques mois et puis qu'on est venu confirmer leur valeur patrimoniale supérieure ou exceptionnelle. Ça inclut également des bâtiments qui ont du patrimoine ancien, qu'on connaît quand même bien, mais également un corpus de bâtiments du patrimoine de la modernité. Parce que oui, on pourrait en parler longtemps, le patrimoine n'est pas que ancien. Dans la présente réglementation qui a été ajustée, on parle d'une quarantaine de bâtiments qui ont été changés, qui ont
sont venus intégrer les rangs des bâtiments à valeur patrimoniale supérieure exceptionnelle. Nous, on les appelle nos médaillés d'or. C'est vraiment les petits bijoux de la Ville de Québec. Elles sont souvent éparpillées sur tout le territoire, donc peut-être en avez-vous dans votre quartier. Et ce corpus-là contient environ 200 bâtiments, je vous dirais, à l'heure actuelle. C'est sûr qu'on va le bonifier au fil de l'acquisition des connaissances. Ça n'inclut pas les bâtiments qui seraient, mettons, dans le Vieux-Québec, dans un site patrimonial qui possède des valeurs supérieures exceptionnelles, parce que je ne vous cache pas que dans les sites patrimoniaux, il y en a beaucoup. Donc, c'est vraiment, on parle des bâtiments ponctuels, éparpillés sur le territoire. Donc, on en a plus de 200 là, qui possèdent ces valeurs-là. Toujours dans les valeurs patrimoniales supérieures exceptionnelles, les compétences de la commission sont vraiment plus élargies. La commission couvre plus large. Donc, on parle de lotissement, de travaux de rénovation, d'entretien, d'agrandissement, de construction, de démolition, de travaux de mécanique. Donc, la commission va devoir se prononcer sur ces travaux-là. Encore une fois, la commission n'a pas de compétence sur les travaux intérieurs. C'est la meilleure référence que je peux vous dire, c'est quand même de vérifier auprès de l'assistant permis si un permis est requis pour tous travaux qui visent l'intérieur. Pour tous les travaux extérieurs, grosso modo, il faut retenir que la commission a compétence sur l'ensemble des interventions. Cette compétence-là vient quand même avec un aide à la réalisation de travaux exemplaires. Ce sont les subventions. La plupart des bâtiments construits avant 1955, parce qu'il y a une année charnière, sont pour la plupart admissibles à un programme de subvention. Ce programme de subvention-là vise à combler un peu le surcoût que pourrait exiger là, la construction, en exemple, d'une toiture en tôle à la canadienne. On le sait que c'est beaucoup plus cher qu'une toiture en bardeau d'asphalte. Donc, c'est pour ça que ces bâtiments-là deviennent éligibles à un programme de subvention. Si jamais vous avez des questions par rapport à l'admissibilité, c'est sûr qu'on va toujours vous conseiller là, de prendre l'information auprès de l'équipe des subventions. Lorsque des travaux sont projetés sur un de vos bâtiments, que ce soit à valeur patrimoniale présumée, valeur supérieure ou dans tout autre secteur couvert par la commission, ou même dans un secteur qui n'est pas couvert par la commission, l'assistant permis est vraiment le meilleur outil pour vérifier si vous devez demander un permis. En interrogeant l'assistant permis, on va vous dire permis requis et on va vous informer que vous êtes sur le territoire ou non de la commission. Également, c'est possible de vérifier sur le répertoire du patrimoine pas culturel, mais de la Ville de Québec, si votre bâtiment présente un intérêt, une fiche patrimoniale, et si, des fois, il y a des photos anciennes qui pourraient vous aider à planifier vos travaux. Par la suite, il faut enregistrer une demande de permis. Les demandes de permis, je vous mets le lien, ça sera disponible. C'est possible de les faire en ligne via le site web de la Ville de Québec, mais également, il est possible de vous présenter dans le bureau d'arrondissement près de chez vous là, pour déposer tous vos documents. Je m'excuse. Quand on fait une demande de permis, c'est bien important de présenter toutes les informations nécessaires pour la prise de connaissance et la bonne connaissance de votre dossier, c'est-à-dire des photos, des plans, des dessins, même des échantillons de matériaux. Des fois, ça peut être une photo, mais tous les éléments pratiques qui pourraient vous aider et nous aider à faciliter l'étude de la demande. Également, comme je vous disais tout à l'heure, c'est possible de vérifier l'admissibilité de votre projet au programme de subvention. Donc, c'est bien important là, de savoir qu'il faut vraiment faire les démarches en amont avant de réaliser les travaux, parce qu'une fois les travaux réalisés, ce n'est plus possible. Donc, les conseillers de mes confrères au programme de subvention vont pouvoir vous informer. Et maintenant, pour terminer, si jamais vous projetez des travaux
sur une propriété, c'est toujours possible de parler avec l'équipe de professionnels dans laquelle je suis la chef d'équipe. On a une équipe composée de plusieurs architectes, de gens qui ont des expertises diverses là, en design urbain, en architecture, en patrimoine. Donc, c'est possible de nous appeler ou de nous écrire pour demander de l'information et on veillera à vous donner les meilleurs conseils. C'est sûr qu'on demeure ici en service conseil, ce n'est pas nous qui allons dessiner vos plans. On ne se déplacera pas non plus pour étudier la coupe de votre mur, mais on va au moins vous donner les orientations qui vont être en lien avec les objectifs et critères de la commission, les meilleures orientations pour vous permettre d'obtenir le permis là, pour que ça puisse bien se faire. Maintenant, en terminant, comment nous rejoindre? C'est possible là, de nous écrire là, via l'adresse CUCQ, c'est assez facile, cucq@commercialville.québec.qc.ca, ou encore de nous laisser un message dans la boîte vocale de la commission. Je pense que certains d'entre vous ont déjà commencé à avoir des questions. Vous avez déjà commencé des démarches. Donc, j'espère que cette présentation a su répondre à certaines, sinon plusieurs de vos questions. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Vaillancourt. Le son est excellent, le partage aussi, hein, un parcours sans faute. Alors, on serait rendu à la période de questions du public. Je vous rappelle là, juste pour votre information que la présentation va être mise sur le site web de la Ville, au même endroit où vous êtes inscrit là, pour participer à notre activité. Et alors, vous pourrez revoir les liens, là, tout ça, ça va être accessible via le web. Alors, juste un rappel là, pour l'outil questions-réponses. Dans l'outil QER en bas de votre écran, vous pouvez inscrire votre question. Il n'y a pas de souci, on va y répondre en direct. Pour ceux et celles qui sont au téléphone, alors vous pouvez appuyer sur étoile 9 pour lever la main. Alors, on va vous donner accès à votre micro via l'étoile 6. Alors, commencez par l'étoile 9, levez la main et ensuite étoile 6 pour activer votre micro. On devrait terminer la séance vers 13h30 et si jamais il restait des questions qui n'avaient pas été répondues, Mme Vaillancourt vient de vous mentionner là, les ressources disponibles par téléphone ou par courriel, mais également si jamais il y a des questions qui sont encore dans le fil de discussion, dans le fil de QER, notre équipe va les prendre en charge et on vous répondra par courriel. Et en terminant, juste vous mentionner que l'enregistrement va être également disponible sur le site web. Alors, vous pourrez le revisionner ou s'il y a d'autres personnes là, qui ne peuvent pas se joindre, ils vont le faire. Alors, vos questions sont très appréciées pour nourrir notre discussion. Alors, on va commencer immédiatement avec une question de M. Saint-Pierre qui pose la question suivante. Les assurances nous demandent de leur fournir la liste des obligations en lien avec ce changement. Où puis-je trouver ce dont ils ont besoin? Alors, question au bout des assurances. Alors, peut-être Mme Vaillancourt. Oui, c'est des questions fréquentes que nous avons pour les assurances. Souvent, les assureurs deviennent vite inquiétés sur valeur patrimoniale et je vous dirais que le vocabulaire, des fois, peut être incompris. On peut parler de classement, de reconnaissance, de protection. Donc, effectivement, nous avons à répondre à rassurer les gens et leurs assureurs par rapport aux questions sur leurs assurances. C'est sûr que si le bâtiment devait être complètement démoli par un sinistre majeur, on ne demandera pas de reconstruire un bâtiment. Mettons qu'il y avait une toiture à la canadienne puis une mansarde, la Ville ne demandera pas de reconstruire un faux vieux bâtiment. Donc, ça, c'est la première prémisse. Si jamais le bâtiment devait subir un sinistre mineur qui affecte, mettons, le parement, bien, la commission, la Ville, bien, va tolérer qu'il soit réinstallé avant le sinistre, parce que ce ne sont pas des travaux qui étaient planifiés, c'est vraiment un accident. Donc, nous, on tente de rassurer les assureurs. Puis, si jamais vous voulez avoir, on prépare une petite lettre aussi pour les assureurs. On vous répond par courriel. Puis souvent,
c'est suffisant. Ça permet de rassurer l'assureur. Nous, on vous dit que le bâtiment, bon, est-ce qu'il est classé ou pas? Dans ce cas-ci, on ne parle pas de bâtiments classés par le gouvernement du Québec, là. On parle de bâtiments qui ont des valeurs patrimoniales et qui sont sous la juridiction de la commission. Donc, nous, on leur explique tout ça, puis on leur dit que si jamais il y avait un sinistre, comme je viens de vous dire, majeur ou mineur, ben, on explique c'est quoi les exigences qu'on va avoir. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. À ce moment-ci, ils vous contactent pour avoir la liste des obligations à ce moment-là? Oui, parfait. Oui, c'est ça. Seulement nous écrire sur l'adresse CUCQ avec les principales questions de votre assureur, l'adresse de votre propriété, c'est bien important là, pour qu'on puisse faire nos petites recherches de notre côté. Et puis, on répond. Puis, si jamais ce n'est pas suffisant, ben, on va essayer de trouver un moyen là, de trouver la réponse ensemble. Merci beaucoup, Mme Vaillancourt. Puis on a l'outil questions-réponses sur le site web aussi pour des questions fréquentes aussi. Alors, des fois, si après l'enregistrement ou tout ça, vous dites, j'ai des questions plus pointues, n'hésitez pas à consulter le document qui est au même endroit, là, encore une fois, là où sera la présentation. Madame Drolet, vous vouliez ajouter un petit complément? Nous tenons le Bureau des assureurs du Canada qui s'assure d'informer différents assureurs et qui assure aussi un service auprès des clients qui pourraient rencontrer des difficultés lorsque nous faisons ce type de modification-là. Eh bien, nous les avons tenus au courant, donc ils savent là, que plus de propriétés sont maintenant assujetties à la commission d'urbanisme et ils comprennent que ça ne pose pas de différence. Donc, c'est des démarches que l'on fait aussi de façon plus préventive auprès des assureurs du Canada. Merci, Mme Drolette, pour le complément. Alors, on poursuit avec une question de Mme Parent. Peut-on contester cette décision? Elle a reçu la lettre. Dans mon cas, ma résidence maintenant considérée comme patrimoine supérieur, pour laquelle j'avais déjà des plans et autres engagements faits avant de ne pas avoir été avisée de vos démarches. Alors, est-ce qu'on peut contester la décision là, selon laquelle sa résidence est maintenant rendue classée valeur supérieure? Madame Drolet, est-ce que vous voulez répondre puisque ça émane un peu plus de la proximité des élus? En fait, deux éléments. Donc, cette décision-là a été adoptée, a fait l'objet d'une adoption au conseil de ville. Donc, l'ensemble des élus et les conseillers municipaux ont adopté ça le 4 juillet dernier. Donc, est-ce qu'elle peut être contestée? En fait, non, pas pour le moment. Ceci dit, les plans que vous aviez en tête, peut-être qu'ils fonctionnent encore avec le fait que votre résidence soit maintenant là, de patrimoine supérieur. Et puis, si elle est bâtie avant 1955, peut-être que ça vous permettra aussi d'avoir accès à des subventions auxquelles vous n'aviez pas droit avant, puisque maintenant, là, elle a un statut de valeur supérieure. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est de déposer votre demande de permis à la Ville pour les travaux pour lesquels vous serez assujetti. Donc, une première analyse sera faite et puis nous verrons si nous avons des demandes supplémentaires dans l'analyse de cette demande-là. Et puis, par la suite, vous pourrez avoir un accompagnement, un suivi auprès de l'émission de votre permis. Et également, comme je disais un peu plus tôt, l'équipe de M. Tremblay pourra voir si des subventions pourraient vous être octroyées là, dans ce cas-là. Madame Parent précise que ces travaux étaient déjà cédulés. Est-ce que ça peut jouer en ce moment-là sur la décision? En fait, il faudrait voir, puis on pourrait parler à Mme Parent, là, elle pourrait nous contacter. Si ces travaux étaient déjà cédulés, eh bien forcément, ils devaient nécessiter un permis. Donc, si elle a déjà reçu son permis de la Ville et que tout est conforme, eh bien, elle pourrait réaliser ses travaux, mais je ne voudrais pas m'avancer plus loin en nous assurant là, que tout est conforme à ce moment-ci ou s'il y a d'autres permis qui seraient à avoir. Donc, elle pourrait nous contacter avec le numéro qu'on lui a donné et puis on pourrait voir pour sa question plus précise. Merci pour la précision. Alors, Mme Parent, on vous invite à contacter directement l'équipe de la CUCQ pour la question que vous posez. On a aussi M. Jonca qui pose la question, quel est l'impact sur la vente de la propriété?
j'imagine que M. Jonca, votre propriété est passée, a été classée maintenant présumée ou supérieure ou peu importe. Alors, y a-t-il une modification au niveau de la vente? Y a-t-il un impact sur la vente? Non, normalement, comme ce n'est pas un classement reconnu par la loi sur le patrimoine culturel, parce que quand on vend une propriété classée, il faut que ça soit mentionné dans l'acte de vente. Donc, que la propriété soit sous la compétence de la commission, vous pouvez le mentionner. Effectivement, ça fait partie des informations, mais c'est comme si vous mentionnez le zonage potentiel de votre terrain. Il y a un contrôle architectural ou il y a un PIA ou il y a des contraintes urbanistiques. Ça fait partie d'un tout. Ce n'est pas à des déclarations obligatoires de mentionner que vous êtes sous les compétences de la commission parce que c'est un outil réglementaire. Comme je disais tout à l'heure, le vinyle pourrait être prohibé à votre grille de zonage. Donc, c'est sûr que ça vient mettre une contrainte de plus. Donc, un acheteur qui voudrait, moi, le meilleur conseil que je pourrais vous dire, c'est si vous avez l'intention de vendre, vous avez un acheteur sérieux, vous pouvez peut-être orienter le futur acquéreur à faire des démarches auprès de la ville pour s'assurer que les intentions qu'il a avec le bâtiment, que ce soit une démolition complète, totale ou une rénovation, puissent correspondre à son besoin. Donc, il y a toujours possibilité soit de nous contacter. Puis, si on veut valider une réponse officielle, parce qu'il y a le zonage aussi, il y a plusieurs autres unités administratives qui doivent se prononcer, bien, il y a toujours possibilité de faire une demande de renseignement préliminaire pour avoir la réponse officielle. Merci beaucoup, Mme Vaillancourt et M. Jonca, pour votre question. On poursuit avec M. Saint-Pierre, Kevin, qui avait posé la question tout à l'heure sur les assurances. Alors, ses assurances lui auraient dit que sa prime annuelle va augmenter. Il dit qu'il est en faveur de préserver le patrimoine, mais que si ça augmente ses assurances de manière significative, il se trouve perdant dans tout cela. Alors, il demande si ces taxes municipales vont diminuer du montant équivalent à l'augmentation de ses primes d'assurance pour compenser. Alors, on a répondu en partie sur les assurances. Donc, je vous invite vraiment, avec l'information qui pourrait être produite là, par nos collègues, à faire la démonstration là, que ce n'est pas un classement, que ce n'est pas cité. Alors, l'impact sur les assurances devrait être bien justifié. Et puis, nous, on peut vous accompagner. C'est une démarche qu'on fait déjà avec les assureurs là, pour bien démystifier les choses. Une démarche qu'on fait aussi en collaboration avec le ministère de la culture et des communications, puisque c'est une problématique qu'on rencontre là, dans l'ensemble du Québec et voire ailleurs au Canada. Pour ce qui est des taxes municipales, eh bien, ce type de modification réglementaire-là, évidemment, là, ne va pas créer d'augmentation ou de diminution là, du côté des taxes. Ce n'est pas un geste qu'on va poser du côté de la ville. Merci beaucoup, Mme Drolet. Alors, je vois que nous n'avons pas d'autres questions. Alors, n'hésitez pas si vous avez encore des questions, des commentaires. Sinon, Madame Karine Desbiens, là, la conseillère en communication, a mis dans l'outil de discussion là, des liens là, à préserver. La présentation va être mise dans l'heure qui suit. Là, la présentation que vous venez de voir, je vais la déposer sur le site web et l'enregistrement en fin de journée ou d'ici demain matin, là, il va être aussi disponible. Alors, ça mettrait fin à notre rencontre. Alors, merci beaucoup à mes collègues professionnels qui sont présents et je laisserai le mot de la fin à Madame Trolette. Alors, très peu de choses à dire en cette fin. Merci d'avoir participé à la rencontre. N'hésitez pas, comme je disais dès le départ, c'est un dialogue qui est toujours en continu, différents moyens pour vous informer. L'équipe de la commission d'urbanisme, ensuite l'équipe du patrimoine et celle des subventions sera prête à répondre à vos différentes questions, à vous accompagner, que ce soit dans vos prochains projets ou encore dans des démarches, notamment auprès des assureurs. Donc, nous serons au rendez-vous. Et puis, je vous souhaite une agréable fin de journée, tout le monde. Merci beaucoup. Bon été. Au revoir.